Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre webinaire. On va encore attendre 2 minutes afin que d'autres participants puissent nous joindre. D'accord. Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre deuxième webinaire sur la nouvelle loi allemande sur les devoirs de diligence dans les chaînes d'approvisionnement. C'est avec grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la deuxième édition de notre petite série de webinaires consacrée aux fournisseurs marocains qui travaillent avec des clients en Allemagne. Je suis ravie de vous présenter notre intervenant d'aujourd'hui, Monsieur Goebbels, de la société Impact Buying, qui va nous parler des pratiques à adopter pour mieux se préparer à la nouvelle loi. Ce webinaire est organisé en coopération avec la GIZ dans le cadre de l'initiative spéciale pour la formation et emploi. Cette initiative a été lancée par le gouvernement allemand et l'initiative est connue aussi sous la marque Invest for Jobs. Cette initiative est actuellement présente dans 8 pays en Afrique et ici au Maroc, l'initiative existe depuis 2018 et elle est mise en place par le projet Partenariat et appui aux moyennes entreprises de la GIZ. Pour plus des informations sur l'initiative, vous pouvez aussi consulter le fact sheet que nous allons vous envoyer après ce webinaire. Encore quelques informations concernant le déroulement du webinaire. Pendant le webinaire, je vous invite à poser vos questions ou commentaires dans le chat puisque tous les participants seront en mute pendant la présentation. Après, il y aura une discussion où nous allons aussi répondre à vos questions. Avant de commencer la présentation de notre intervenant, nous souhaitons encore vous savoir un peu plus sur vous et nous avons préparé 3 questions. La première est, est-ce que vous avez participé au webinaire de la semaine dernière? Oui ou non? Ok, alors la majorité d'entre vous n'a pas participé au webinaire de la semaine dernière. 89%. D'accord, merci. On va enchaîner avec la deuxième question. Quelles sont vos relations commerciales avec l'Allemagne? Vous êtes une société affiliée, vous êtes un fournisseur direct ou un fournisseur indirect? Je vous prie aussi de répondre. Très bien. Alors, la plupart d'entre vous est en fournisseur direct avec 83%. Fournisseur direct, c'est 17% et une société affiliée, personne. D'accord. Et la dernière question, avez-vous déjà été contacté par votre partenaire commercial au sujet de la nouvelle loi? Oui ou non? Ok.
Alors, 90% n'étaient pas encore contactés et 10% étaient déjà contactés. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre participation à cette petit sondage. Et maintenant, je passe la parole à Monsieur Goebbels et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Sarah. Bonjour à tous, à toutes aussi de ma côté. Je me réjouis de votre intérêt à la loi allemande sur les devoirs de vigilance dans les chaînes d'approvisionnement et à quelles pratiques à adapter par les fournisseurs marocains. Je suis Michael Goebbels et depuis 1 an et demi, je travaille avec Impact Buying. Je suis le directeur national de Impact Buying pour l'Allemagne. Mais j'ai passé la majeure partie de ma vie professionnelle dans le commerce alimentaire, d'abord dans le domaine de la finance d'entreprise et du contrôle de gestion. Peut-être une petite anecdote, le 11 septembre 2001, j'ai été à Casablanca comme responsable dans le contrôle de gestion pour Macro Maroc. Je ne vais jamais l'oublier. Mais il y a 8 ans que je suis passé au développement durable, à l'époque chez Metro comme responsable pour la stratégie du développement durable, des rapports et l'empreinte carbone. Aujourd'hui, nous allons commencer par une brève introduction d'Impact Buying, avant d'aborder l'impact sur les PME et les fournisseurs à l'étranger. Je vais répéter brièvement les exigences de la loi allemande sur les devoirs de vigilance parce que j'ai expecté que la plupart de vous a participé au webinaire dans la semaine dernière. J'ai juste vu, ce n'est pas le cas. Peut-être je vais enlarger un peu. Après, je vais me focaliser sur les points comme vous pouvez vous préparer. Au fin, je vais répondre à vos questions. Impact Buying est spécialisé dans la transparence et la durabilité des chaînes d'approvisionnement pour les détaillants et aussi pour les producteurs. Nous sommes situés aux Pays-Bas et en Allemagne et travaillons avec une équipe multilingue d'analystes et de consultants. Avec nos solutions et notre conseil, nous permettons aux entreprises et aux consommateurs d'acheter de manière plus durable, afin que leurs décisions d'achat fondent sur des données fiables et aient un impact positif avéré sur les personnes et l'environnement dans les chaînes d'approvisionnement des produits. Nos clients se trouvent particulièrement entre des détaillants et des producteurs alimentaires, mais aussi non alimentaires comme de textiles ou de bricolage. Aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Suisse et en Scandinavie. D'une part, nous offrons la technologie et une équipe multilingue d'analystes pour créer de la transparence dans les chaînes d'approvisionnement complexes de nos clients. D'autre part, nous utilisons cette transparence pour initier des changements et déployer un impact positif dans la chaîne d'approvisionnement de nos clients. La transparence est la condition sine qua non pour satisfaire aux exigences de la loi de devoir de vigilance. Ce n'est que lorsque je sais qui travaille pour moi, où et dans quelles conditions que je peux améliorer la situation. Outre la technologie, nous développons des formations autour de l'achat durable, par exemple en ce qui concerne les salaires décents. Et nous réalisons des évaluations d'impact pour identifier des impacts négatifs et également des impacts positifs, juste comme un exemple de nos prestations de conseil. Mais assez de pub.
Vous voyez ici le processus des devoirs de vigilance tel qu'il est décrit dans la loi des devoirs de vigilance. Il est basé sur la définition du devoir de vigilance tel qu'il a été défini, entre autres, par l'OCDE. J'aimerais bien revenir brièvement sur les 6 étapes d'un système de gestion des risques, comme montré ici. On commence par l'analyse des risques pour identifier et prioriser les risques dans la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, une cartographie des risques par domaines commerciaux, des sites, par produit ou par pays d'origine. La déclaration de principe des droits humains décrit le système de gestion des risques, la procédure, les facteurs de risque et de priorisation, les risques identifiés, ainsi que les mesures à prendre. Il faut définir des mesures concrètes de prévention des risques, notamment un mécanisme de plainte. Et en outre, il faut également définir des mesures correctrices. Ces 3 éléments derniers doivent être régulièrement soumis à un contrôle d'efficacité. Enfin, il y a l'obligation de documenter tout cela et de le publier dans un rapport. Les blocs marqués en jaune sont ceux qui peuvent avoir un impact sur votre relation commerciale avec une entreprise allemande. Une dernière remarque que je considère très importante, le processus est un cycle d'amélioration continue. Les positions protégées par la loi sont à la fois les aspects sociaux et les aspects environnementaux. Le changement climatique n'est pas couvert par la loi allemande, mais il est prévu qu'il le soit par la directive européenne. Je ne vais pas répéter les différents aspects ici, mais je les ai énumérés ici par souci d'exhaustivité. Mais je voudrais souligner que les violations des droits de l'homme ne concernent pas toujours uniquement le travail des enfants ou l'esclavage, mais aussi des thèmes comme la discrimination, l'inégalité, la sécurité au travail ou le salaire décent. Et la loi couvre aussi des aspects environnementaux comme le mercure ou l'utilisation des polluants organiques persistants. Maroc est un pays considéré de l'Amphorie-BSCI ou la Banque mondiale comme un pays de risque, comme 123 autres pays aussi. Il s'agit d'abord d'un risque théorique ou abstrait, encore indépendant des fournisseurs réels de votre propre chaîne d'approvisionnement. Mais dans le cadre de leur analyse des risques, vos clients allemands rencontreront ces risques abstraits. Ils ont donc l'obligation d'agir et d'instaurer la transparence dans leur chaîne d'approvisionnement. Et même si le gouvernement marocain a initié des changements comme l'augmentation du salaire minimum agricole garanti, le SMAC, et le plan Maroc vert, le Maroc figure toujours dans de nombreux indices spéciaux en tant que pays à risque. Par exemple, l'indice du travail des enfants, indice d'esclavage ou de non-respect de la protection des travailleurs, la privation de salaire décent.
Toutefois, le marché du travail au Maroc s'est amélioré. Un nombre croissant de travailleurs, y compris les travailleurs saisonniers, désormais disposent d'un contrat de travail et sont rémunérés au moins au salaire minimum et disposent de services de transport adéquats pour se rendre au travail et en revenir. Ils ont accès à des services médicaux sur place et bénéficient d'une protection accrue de la part des représentants des travailleurs et ou de l'inspection du travail. Les obligations concrètes de vigilance diffèrent selon le type de relation commerciale avec votre client, votre partenaire commercial allemand, avec un décret d'obligation décroissant. On distingue entre les obligations en cas d'influence déterminante. Ça veut dire si vous êtes une société associée et affiliée, pardon. Votre client, dans ce cas, doit réaliser de la stratégie par rapport aux droits de l'homme dans les opérations commerciales décisives. Il faut développer des stratégies et pratiques d'achat appropriées, développer des formations. Si vous êtes un fournisseur direct, comme la majorité de vous, en cas d'une relation contractuelle directe, votre client doit considérer des standards en choix de fournisseurs, mettre en place des standards dans des clauses contractuelles. Il faut développer des formations initiales et des formations continues. Et si vous êtes un fournisseur indirect, en cas de connaissances approfondies, votre client, il faut développer des mesures de contrôle, soutenir avec la prévention et évitement d'un risque, et mettre en œuvre ou participer aux initiatives sectorielles et intersectorielles. La connaissance approfondie, quelques exemples pour comprendre mieux. Ça peut être un rapport sur la piètre situation des droits de l'homme dans la région de production ou une affiliation d'un fournisseur indirect à un secteur avec des risques particuliers pour les droits de l'homme et l'environnement. Ça peut être des incidents du passé chez le fournisseur indirect ou accès par la procédure de blend, par l'autorité de contrôle ou autre source. Il n'existe donc pour vous aucune obligation de rapport vers l'autorité de contrôle en Allemagne et aucun risque des amendes pour vous, mais des impacts indirects. Vos clients donc cherchent votre participation à l'analyse des risques ou aux mesures préventives et correctrices. Sur la base de l'analyse des risques, cela signifie pour vous la réduction du risque potentiel ou abstrait par la mise à disposition d'informations sous forme de données, d'autodéclarations, de certificats ou des rapports d'audit. En ce qui concerne les mesures préventives et correctrices, vos clients pourraient développer des nouvelles exigences dans les clauses contractuelles, un code de conduite nouveau ou ajusté, des formations initiales et formations continues,
des plans pour remédier des abus et elles seront vous demander de, par exemple, signer les nouvelles clauses contractuelles et le nouveau code de conduite. Ça veut dire d'accepter et appliquer. Ils seront vous demander de participer aux formations et de contribuer au plan pour remédier. Et finalement, votre soutien à la mise en œuvre d'une procédure de plainte sera également nécessaire. C'est ce que j'aimerais examiner plus en détail dans les paragraphes suivants, en donnant des exemples très concrets comme vous pouvez vous préparer. Comment vous pouvez vous préparer à l'analyse des risques pour réduire les risques abstraits? Commencez avec une analyse de votre statu quo concernant le développement durable. Par exemple, il existe une auto-évaluation de la mise en œuvre d'un système de gestion de la durabilité par IFS. Il s'appelle l'IFS ESG Check, qui peut être en plus confirmé par un auditeur. Ça vous donne une bonne perspective, vous en êtes. Collectionnez des données chez vous et dans votre chaîne d'approvisionnement. Commençons avec une cartographie. Préparez-vous pour des questions d'une autodéclaration en termes des risques sociaux et environnementaux. Développez vous-même un code de conduite pour vos fournisseurs alignés avec ceux de vos clients. Considérez des qualifications pour des certificats, par exemple Fairtrade. Vous conduisez des audits chez vous et dans votre chaîne d'approvisionnement, par exemple Amfori BSCI, CEDEX, Meta. En bref, mettez en œuvre un système de gestion des risques dans votre entreprise vous-même. Seulement appliquez les exigences de la loi allemande. Un peu plus concrètement, bien que la loi n'aborde que les risques, j'aimerais bien élargir le regard et ne pas me focaliser uniquement sur les risques, mais que vous teniez compte des effets positifs et négatifs. Une analyse du statu quo concernant votre impact, votre risque, va répondre aux questions comme quel est votre impact actuel et potentiel et l'impact de vos fournisseurs, tant positif que négatif, pour adapter à la loi. C'est seulement le risque, mais il y a aussi des impacts positifs. Causez-vous ou contribuez-vous à cet impact et quelle est votre attribution? Ce sont aussi des questions que vos clients vont vous demander. Quelle est l'irrémédiabilité, la dimension du genre, l'échelle et la portée de cet impact, de cet risque? Quelles sont les causes profondes de ce risque identifié? Quelles activités sont recommandées pour réduire l'impact négatif et renforcer l'impact positif? Quel est votre effet de levier pour réduire l'impact négatif et renforcer l'impact positif? Une question qui est aussi demandée aux vos clients par la loi. Ça
Ça couvre l'impact sur les personnes, les communautés et l'environnement naturel, tant positif que négatif. Et comment vous pouvez vous adapter aux activités de prévention et de correction. Vous pouvez participer aux formations initiales et formations continues offertes par vos clients. Il y a des formations générales sur les droits humains, les devoirs de vigilance, la loi allemande en particulier et ses exigences, et des formations particulières qui touchent par exemple les salaires décents. Notre possibilité de se préparer, c'est le développement avec vos clients et fournisseurs des plans pour éviter et remédier des abus. Et il est aussi important que vous installiez des mécanismes de contrôle ATK. Concernant le soutien à la mise en œuvre d'une procédure de blend, assurez-vous l'accès, assurez l'accès anonyme et facile au système de blend. Un peu plus concrètement, vous trouvez ici une liste indicative et incomplète, certainement, mais avec des exemples comment vous pouvez vous préparer aux activités de prévention et de correction. Employer de collaboratrices et collaborateurs spécialement formés. Formez tous vos collaborateurs potentiellement concernés. C'est très important dans votre entreprise. Définissez des directives et des codes de conduite clairs pour vos employés et vos fournisseurs. Identifiez des régions et des secteurs particulièrement exposés et les analyser en plus. Surveiller approfondément des processus de production. Celles-ci devraient être effectuées de manière directe et par le biais des audits sociaux. Ça peut chez vous, dans votre entreprise, les affiliés, les entreprises affiliées à Maroc ou chez vous, vos fournisseurs. Mettez en place des processus formels pour le signalement et l'élimination des irrégularités. C'est un part développer et mettre en œuvre des mécanismes d'enregistrement de plaintes et mettez en place des mesures correctrices pour les travailleurs concernés. Collaborer avec d'autres représentants du secteur et soutenir aux partenaires commerciaux dans le renforcement des capacités et des mécanismes de surveillance pour lutter contre les violations des droits de l'homme et aussi de l'environnement. Pardon. Même un peu
plus concrètement une autre liste avec des activités très concrètes. Si applicable, une production tout au long de l'année plutôt que saisonnière vous permet d'obtenir des contrats permanents, d'éviter des fluctuations. Il vous permet de former les employés et d'offrir une sécurité aux employés. En considérant l'égalité, ça va vous faire un employeur plus attractif. Un salaire décent, c'est le moyen principal de lutter contre la pauvreté. Et la pauvreté, c'est la véritable source de la plupart des violations des droits de l'homme. Et des représentants des travailleurs, car il n'y a pratiquement pas de syndicats. C'est important pour les employés. Collaborer avec les compétiteurs, les fournisseurs et les clients et autres parties prenantes comme les ONG, les organisations non gouvernementales, pour développer et changer la situation si nécessaire. Créer un dialogue entre les employés et les représentants des employés et la direction pour identifier, discuter et prioriser des défis, des sources et déclencheurs, des mesures d'amélioration en résultat. Et améliorer la santé et la sécurité du travail dans votre entreprise si nécessaire. Ça va réduire les taux de fluctuation. Un exemple d'une activité environnementale, la couverture du sol pour la réduction de l'eau par du plastique ou même mieux par du plastique biodégradable ou du paillis naturel. Comme ça, vous adressez également les objectifs du développement durable des Nations Unies. Ce programme de développement durable à l'horizon 2030 est adopté par tous les États membres des Nations Unies en 2015 et constitue un modèle et un plan d'action commun pour la paix et la prospérité des populations et de la planète, aujourd'hui et à l'avenir. Les 17 objectifs de développement durable constituent un appel urgent à l'action de tous les pays développés et en développement, dans le cadre d'un partenariat mondial. Ils reconnaissent que l'éradication de la pauvreté et des autres privations doit aller de pair avec des stratégies visant à améliorer la santé et l'éducation, à réduire les inégalités et à stimuler la croissance économique, tout en s'attaquant au changement climatique et en œuvrant à la préservation de nos océans et de nos forêts. Aussi, les partenariats multilatéraux sont un élément très important des objectifs du développement durable. Nous avons vu beaucoup de mesures pour s'adapter à la loi et les exigences qui sont adressées à vos clients. Et beaucoup de ces mesures vont créer des coûts additionnels pour vous. Et vous vous demanderez certainement qui va le payer.
il existe des mesures rentables comme la réduction de l'énergie ou des émissions de gaz à effet de serre. Aussi, la lutte contre le gaspillage ou perte alimentaire va réduire vos coûts et ça va donner un peu de place pour par exemple, les salaires décents. Certaines mesures sont proposées et payées par les clients, comme par exemple les formations. Pour d'autres mesures, il peut y avoir aussi un soutien financier de l'État, un soutien des instituts financiers, des ONG ou des clients même. Une collaboration proche avec les fournisseurs, les clients, les ONG et les autres parties prenantes permet de répartir les coûts sur plusieurs échelons. Et une remarque générale, de manière générale, les coûts croissants liés à la pénurie de ressources, au salaire juste et équitable, à l'internalisation des coûts externes, tels que les prix du CO2, ne peuvent pas être supportés par les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement et doivent être répartis de manière adéquate entre tous. Et comme ça, merci beaucoup pour votre attention. Et Sarah, est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Monsieur Goebbels, pour ces astuces ou pour votre conseil. On attend encore des questions. On a une question jusqu'à maintenant, c'est combien de temps est-ce qu'on a pour adapter des processus après été notifié de l'entreprise allemande? Alors, s'il y a une remarque d'une entreprise allemande sur des processus qui sont peut-être un peu risqués, combien de temps est-ce qu'on a pour adapter ces sujets, ces risques? C'est une bonne question, merci. Et en même temps, c'est difficile à répondre parce que c'est un processus continu et il faut commencer certainement immédiatement pour montrer qu'on va changer, qu'on va mettre en place, mettre en œuvre des activités, des mesures. Par exemple, si votre client demande une signature des nouvelles exigences dans les contrats, vous pouvez faire rapidement, probablement, mais s'il est un audit, il faut un peu se préparer et faire l'audit et montrer la situation vous en êtes. Et ça peut prendre un peu de temps ou participer dans une formation, c'est facile et rapidement fait. Cela dépend beaucoup de mesures concrètes. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et on a une autre question. Est-ce que le fait d'avoir une certification Fairtrade annuelle est suffisante pour couvrir la gestion des risques et des actions correctives? Je ne pense pas que ça va être suffisant pour réduire le risque complètement, mais il est un parfait premier pas dans ce processus. Si vous pouvez déjà montrer un certificat comme Fairtrade, ça va
réduire le risque de collaborer avec vous et va montrer aussi pour vos clients, mais aussi pour l'autorité après, que votre client a pris les devoirs de vigilance en votre cas. D'accord. Ok. Ok, merci beaucoup. Alors, je vous invite aux participants de poser encore vos questions si vous avez encore des questions. Sinon, il y a une autre question, c'est est-ce qu'il existe des formations spécifiques de la part des entreprises allemandes qui sont offertes aux fournisseurs de leur part? Oui, nous sommes en train de développer une formation exactement pour ça. On est en collaboration avec la société des détaillants en Allemagne et probablement nous allons développer cette formation pour cette association. Et ça veut dire que les détaillants alimentaires en Allemagne, ils vont utiliser tout pour la plupart, la même formation qu'ils vont offrir pour vous. C'est une chose et une autre chose, c'est que pour le IFS, ESG Check, que j'ai parlé plus tôt, on peut aussi faire une formation pour comprendre comment remplir l'auto-évaluation et comment se préparer. Merci beaucoup. On a une autre question. Comment les clients finaux peuvent avoir accès au contrôle des normes, par exemple, impact sur les populations autochtones dans la chaîne logistique au départ, comme des mines agriculturelles ou carrières? Pourrais-tu, s'il vous plaît, répéter la question? Comment les clients finaux peuvent avoir accès au contrôle des normes, comme par exemple l'impact sur les populations autochtones dans la chaîne logistique au départ, comme dans les mines, dans l'agriculturel ou dans les carrières? C'est aussi une bonne question. Ouais, l'intention de la loi allemande n'est pas la communication avec les clients, première part, mais il faut que les entreprises publient un rapport, qu'est-ce qu'ils ont fait pour appliquer les exigences de la loi et peut-être on peut trouver quelque chose là, mais je pense que c'est une chose qui va en futur être acceptable, accessible sur le produit par un QR code, par exemple, qui va vous permettre que vous demandez des informations en plus sur votre mobile téléphone, par exemple, qui va donner des informations à la chaîne d'approvisionnement et les conditions, les employés dans votre chaîne d'approvisionnement travaillent.
D'accord, merci beaucoup. On a une autre question. Est-ce que le système de remontée des plaintes doit lier directement les travailleurs du fournisseur au client allemand? Oui. Oui. C'est une bonne question qui n'est pas qui n'a pas trouvé une solution, je pense, à ce moment. La loi demande que tout le monde, n'importe pas qui, va avoir accès ce processus, à la procédure, le système. Et, mais au premier, il faut d'informer les employés chez vos fournisseurs que vous êtes un client de vos fournisseurs. C'est un sujet difficile de mon avis. Mais on peut seulement, par exemple, si je prends un détaillant allemand, comment vos employés savent que ce détaillant est votre client, même en plus, si vous n'êtes pas en une relation contractuelle directe avec ce détaillant. Et il y aura une possibilité peut-être sur le site internet de détaillants de placer ces complaintes ou des plaintes, mais il est seulement une estimation que ce détaillant est part de votre chaîne de valeur. D'accord, merci. Encore une autre question par rapport au QR code que vous avez mentionné avant. Comment les droits de travailleurs peuvent être prouvés dans un produit exporté vers un fournisseur allemand? Encore une fois, s'il vous plaît. C'est lié au QR code dont vous avez parlé avant. Et la question est comment les droits des travailleurs peuvent être prouvés dans un produit exporté vers le fournisseur allemand. Oui, une possibilité, c'est un certificat, mais c'est normalement pas très spécifique. Et dans ce cas, un audit par un Fori BCI ou un autre standard était mieux, de mon avis. Et la communication, les certificats, vous trouvez sur les produits, mais les audits, vous ne trouverez pas. Mais en futur, je voudrais expecter que les producteurs les placent aussi sur les produits par le QR code et on peut accéder des informations comme le résultat d'un audit, par exemple. D'accord. Oui. Ok, merci beaucoup. Oui, je vous invite, on a encore du temps. Si vous avez encore des questions, c'est le moment maintenant pour demander encore des clarifications ou oui, tout ce que vous souhaitez. On a encore une autre question. Est-ce que vous pensez que les fournisseurs allemands vont faire des missions d'enquête sur place, par exemple, qui vont venir au Maroc pour garantir qu'il n'y a pas de risques et pour vérifier les fournisseurs directement? Peut-être des enquêtes, des audits surprises ou est-ce que c'est planifié des fournisseurs allemands?
Oui, je pense oui. On peut peut-être considérer un développement. On commence par un certificat comme Fairtrade, et après, vos clients va demander un audit par un troisième partie. Et le troisième pas, c'est que vos clients vont faire des audits leur-même chez vous. Ils vont vous visiter et faire des enquêtes ou des audits leur-même. Et je pense que ça va être la future. Et ouais. Ok, merci beaucoup. Encore une autre question. Est-ce que des outils de traçabilité end-to-end peuvent être utiles pour monitorer ces aspects de façon continue? Oui, aujourd'hui, ces outils sont seulement utilisés pour des, des projets pilotes ou des produits spéciaux comme les bananes, les oranges, ou, par exemple. Et mais si on le fait avec le blockchain comme solution, c'est très cher et on le fait pour communiquer avec les clients, les consommateurs, les consommateurs, pardon, qui pour montrer la complète chaîne d'approvisionnement et les origines, les conditions, le transport. Au moment, ce sont seulement des exemples et des pilotes, des projets pilotes, mais je suis sûr que cet outil va aider en futur. Mais il faut trouver une solution moins chère que le blockchain. Oui, je comprends. D'accord. Une autre question. Est-ce que les rapports publiés par les entreprises en Allemagne contiendront des informations confidentielles sur les entreprises fournisseurs? Non, certainement pas. Il faut montrer qu'on va considérer tous les fournisseurs d'une entreprise, mais ils ne vont pas être nommés dans le rapport. Les informations sensibles, ils sont dans un système chez vos clients et l'autorité a le droit de les consulter, mais cette information ne va pas être publiée. D'accord, encore des autres questions. Quelles sont les exigences concrètes pour les entreprises marocaines pour se conformer à cette loi? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être une liste, une checklist pour les entreprises étrangères auxquelles ils pourraient s'orienter? Et oui, il y a encore une fois la question s'il y a un plan de formation et d'accompagnement aux entreprises marocaines pour se conformer à la loi. Alors, concrètement. Je ne pense pas qu'il existe et qu'il n'existera pas de liste comme ça. Cela dépend beaucoup de votre région, de votre produit, de votre relation avec vos clients.
c'est difficile de développer une liste générale comme ça, à mon avis, et des formations générales. Il y a je ne connais pas une liste des formations, mais il existe déjà des formations spéciales au travail des enfants, ou travail d'esclavage, mais très particulières. Et nous allons maintenant développer une formation très générale qui va vous aider de informer vos employés, de développer des activités, adapter un peu en général à la loi, parce que je pense que en particulier, c'est très différent dépendant de votre activité. Encore deux questions peut-être parce qu'on a encore 4 minutes. Alors, concernant les audits, encore une fois, est-ce que les fournisseurs font eux-mêmes, est-ce qu'ils vont faire les audits eux-mêmes ou est-ce que ça va être fait par des organismes neutres? Et si oui, est-ce que vous avez peut-être des noms de ces organismes qui va le faire? Et est-ce que les audits sont vraiment obligatoires? Est-ce que les fournisseurs marocains vont être obligés à faire ces audits? C'est très flexible, je pense, et il faut que vos clients allemands peuvent montrer qu'il a fait tout ce pour comprendre le risque chez vous. Et ça commence avec l'analyse des risques abstraits et après continue avec la collection des données, des certificats, des documents, des audits reports de vous. Et si la relation entre vous et votre client est très proche et votre autodéclaration est suffisante pour votre client parce qu'il vous connaît très proche ou travaille avec vous déjà pour quelques décades, ça peut être suffisant pour lui, mais en autre cas, il pourrait nécessaire de faire des audits par les troisièmes parties ou par votre client lui-même. Cela dépend un peu de votre relation, du risque avancé ou identifié en cas de travail des enfants. C'est certainement plus fort qu'en d'autres cas, par exemple concernant l'environnement. Et il y a des parties tertiaires, comment on dit, qui font des audits basés sur les standards Amfori BCI, CEDEX, SMETA ou d'autres parts. Il y a des grandes organisations, mais aussi des plus petits. Je n'ai pas tout ici. SGS serait un exemple, le seul qui je me souviens maintenant. D'accord. Une dernière question peut-être. Est-ce que l'ONSA, c'est l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires au Maroc, est-ce que une organisation comme celle-là ou dans d'autres pays vont jouer un rôle dans cette loi? Est-ce qu'ils peuvent peut-être garantir qu'il n'y a pas de risques? Est-ce qu'ils peuvent aider dans ce processus?
Ça pourrait être une solution. Je pense, oui. Oui, mais je ne suis pas celui qui va se définir ou créer, mais je pense, comme par exemple, nous avons développé ensemble avec IFS les chèques et la formation pour ça, pour les auditeurs et les compagnies, les entreprises. Et dans ce cas, l'auditeur IFS vont aussi évaluer le statu quo d'un système de gestion de développement durable ou d'émissions carbone. Et oui, il pourrait aussi possible de développer oui, des auditeurs dans cette direction. Oui. D'accord. Alors, on a déjà terminé, mais j'aimerais poser encore la dernière question, peut-être rapidement. C'est concernant le règlement différent ou litige. Est-ce que on a pensé à favoriser les modes alternatifs des résolutions des litiges, comme l'arbitrage, la médiation, pour gagner du temps? Oui. Est-ce que ces modèles sont aussi liés à cette nouvelle loi? Est-ce qu'ils peuvent être une solution en cas des litiges, des Rechtsstreitigkeiten, Rechts auf Deutsch? Ah, ok, d'accord, merci. euh, je n'ai aucune réponse sur cette question. Non. D'accord. Oui, peut-être on Pardon. pourrait voir un peu. D'accord. C'est pas grave. Si vous avez encore des questions ou vous souhaitez encore des clarifications, on va vous envoyer aussi la présentation après ce webinaire, cet après-midi. Et sinon, vous pouvez toujours contacter Monsieur Goebbels. Merci beaucoup, Monsieur Goebbels, pour votre temps et aussi pour répondre à toutes les questions. Merci à tous les participants pour votre intérêt aussi et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Goebbels. Au revoir. Merci beaucoup aussi. Au revoir. Au revoir.